harcèlement sexuel impliquant un enseignant et une étudiante au sein du département de sociologie anthropologue de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université d'Abomey-Calavi a poussé les autorités académiques à réagir vigoureusement. Et cela relance sans doute le débat sur la question du harcèlement sexuel dans nos universités, un sujet longtemps resté tabou, mais qui aujourd'hui sort de l'ombre. Et on en parle sur ce plateau avec vous, Patrick Diossou. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Alors, Nadège Sani, merci de vous joindre au débat de ce jour. Merci à vous, Rachidat, pour cette invitation. Alors, Chanceline Mevo-Anou, bonjour. Bonjour. Vous êtes militante féministe, vous êtes spécialiste en communication et management de projets de développement et consultante en plaidoyer et action sur les questions d'égalité des sexes et lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Oui. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, Madame Mevo-Anou, comment comprendre la persistance de ce phénomène? Il y a pas mal de luttes aujourd'hui, il y a pas mal de sensibilisation, il y a l'arsenal juridique qui devient de plus en plus sévère. Comment comprendre que ce phénomène-là persiste? Alors déjà, il faut savoir que le harcèlement fait partie des violences beaucoup plus larges que les femmes subissent dans notre société, qui est une société patriarcale. Donc, c'est une société qui est dominée par les hommes. Et on a beaucoup de normes qui ne sont pas en faveur des femmes. Donc, on est en face d'un phénomène systémique avec des racines profondes. Déjà, la socialisation des filles, des garçons les prédestine à être, les filles vont être des victimes, les garçons vont être les bourreaux. Et tant qu'on ne va pas déconstruire les racines de ces violences, on va toujours continuer à traiter les manifestations ou les symptômes. Aujourd'hui, on mène beaucoup d'actions, mais on est toujours en train de traiter les manifestations alors qu'on n'est pas en train d'aller à la racine de ces problèmes-là. On est en face d'un système qui génère ces violences et il faut pouvoir s'asseoir et questionner le système et mener des actions qui touchent les racines du problème. D'accord. Aller à la racine, c'est faire quoi? Alors déjà, aller à la racine du problème, c'est savoir que c'est un problème de société, pas juste un problème de femmes ou de cas isolés. Déjà, quand on aborde les violences, on a l'impression qu'on parle de problèmes, d'accidents qui arrivent de part et d'autre. Tout est lié parce que ces violences ont des causes communes. Il faut aussi pouvoir remettre en cause notre système d'organisation sociale. Déjà, les familles, sur quel système nos familles sont basées, comment est-ce qu'on éduque les garçons et les filles. Et quand on arrive à l'école ou dans nos universités, quelles sont les valeurs et les principes qui doivent gouverner la manière dont nous fonctionnons. Il faut pouvoir transformer tout ça, désapprendre ce qu'on nous a inculqué et apprendre de nouvelles choses. C'est aussi afficher une tolérance zéro face à ces cas de violence. Et je n'ai pas l'impression que c'est ce que nous sommes en train de faire. On a toujours la culture du silence qui est profondément ancrée. Les victimes sont blâmées quand elles osent dénoncer. On ne peut pas assister à une réelle libération de parole face à un système qui blâme les victimes et qui impose le silence. Dans les universités, on entend souvent une phrase quand on parle de violence: les loups ne se mangent pas entre eux. C'est-à-dire que les bourreaux se protègent et les victimes sont blâmées. Et tant qu'il y a ce système qui blâme les victimes, on ne peut pas toucher les racines de ce problème-là. On n'a pas aussi un réel système de prise en charge. Nous, on a fait un forum à l'UAC sur les questions de violence sexistes et sexuelles. On s'est rendu compte que le parcours pour porter plainte ou le parcours pour aller s'exprimer, c'est difficile. Et si tu vois que tu seras obligé de subir encore d'autres traumatismes en plus de ce que tu vis déjà, tu es obligé de te taire et tu abandonnes. Donc, comment est-ce qu'on met en place un réel système de prise en charge des victimes? C'est ça qui donne le courage aux victimes de libérer la parole. Et aussi, comment est-ce qu'on intensifie la communication et l'éducation? D'accord. Et avant de vous passer la parole, qu'est-ce que vous pensez de cet énième cas de harcèlement sexuel à l'UAC? Je pense que c'est un cas qui nous montre encore que les violences existent et tous les jours, les femmes, les filles sont victimes et nous sommes en face d'un problème qui empêche les femmes de participer à la société, de se sentir en sécurité et libre. Et ça nous rappelle encore qu'il faut devenir plus audacieux et courageux dans les actions que nous menons. Déjà dans un milieu universitaire, l'enseignant est dans une position de pouvoir. On ne devrait pas assister à ce genre de choses. Donc, ça nous rappelle qu'il faut continuer à agir, intensifier les actions et qu'on n'en fait pas assez.
Si en 2025, on a encore des enseignants qui ont le courage de poser des actes comme ça signifie qu'en face, on n'a pas une répression qui est très forte, on n'a pas des actions qui... Il faut décourager ça avec la dernière rigueur. Oui. Patrick Diosso? Oui, décourager avec la dernière rigueur. J'aime bien ce que, par chance, j'ai entendu Chanceline dire. Elle dit qu'il faut déconstruire tout le processus sociologique qu'on a chez nous. C'est la déconstruction, elle ne va pas, c'est pas de sitôt. Elle va prendre son temps. Déconstruire, ça part déjà de comment nous concevons la vie chez nous, la vie familiale. Ouais. Dès que l'enfant naît, d'abord à la grossesse, dans certaines familles, elles sont rares les familles qui espèrent avoir des filles. C'est quand il y a déjà beaucoup de garçons qui naissent qu'on se dit il vaut mieux, on veut une fille. Ou dans certaines ethnies, bon, ethnie c'est parfois péjoratif, mais je ne dis pas ethnie de manière péjorative. Dans certaines ethnies, les femmes sont privilégiées. Je sais que chez les gens d'Assa d'une certaine famille, ils adorent que ce soit des femmes, parce que c'est comme ça chez eux. Mais rares sont ces ethnies-là ou ces familles-là. Les autres, on attend que ce soit un garçon qui naisse. Quand dans notre tête, nous attendons dès la naissance que ce soit un garçon, on a déjà un problème par rapport à la vie familiale. Quand c'est un garçon qui vient, oui, il est le chef de la famille, c'est Sunu Gleben chez les fonds, je ne suis pas fort, mais c'est comme ça, le garçon du dehors. Quand on dit, cette femme, elle ne met au monde que des filles, elle offre comment on appelle le moyo déjà disons de la sauce ou de la tomate ou de la sauce à tomate. Oui, elle offre du moyo à la population. Donc, c'est-à-dire qu'elle livre son enfant à la population. Donc, quand on a déjà ça, c'est préjugés en tête, c'est difficile de pouvoir considérer que la femme n'est pas un objet, la femme n'est pas à être utilisée comme objet sexuel ou à être harcelée. Donc, dès qu'on a ces préjugés-là, c'est difficile. Il faut pouvoir déconstruire. C'est ce que j'ai aimé, surtout aimé dans ce qu'elle a dit. Tant qu'on ne va pas déconstruire cela, on aura toujours ces problèmes-là. Et il faut rééduquer. Il faut rééduquer nos hommes, rééduquer. C'est dès l'enfance. Dès que l'enfant naît, il faut pouvoir lui dire au garçon que même si les garçons, il doit aller à la cuisine, il doit apprendre à la cuisine et ne pas considérer que balayer, faire de petites choses, faire le ménage, que c'est confié aux femmes. Mais lorsque le garçon grandit avec en tête que c'est pour les femmes, ne soyez pas étonnés. Ils se sont en position de force. Oui. Et en grandissant, oui. Nos mères se sont évertuées à apprendre aux femmes à se tenir, à bien se comporter en société. Ce qui fait que nous, femmes, même quand nous avons des intentions, des sentiments envers un homme, c'est pas tout de suite qu'on va vers cet homme-là et qu'on lui parle de nos sentiments. On y met la manière. Oui. Mais les hommes, quelle éducation avons-nous donné à nos hommes pour se contenir? On apprend aux hommes, comme Patrick l'a dit, qu'il est Sunu Glegbeno. Oui. Donc le Sunu Glegbeno, il peut faire tout ce qu'il veut, oui, et il peut avoir plusieurs femmes. Bon, c'est son choix. Mais tu ne peux pas obliger une femme. Il faut apprendre à te contenir, même quand on a des désirs, oui. Il faut emmener la femme. Si elle est d'accord, là, c'est bon. Mais tu harcèles quelqu'un, elle te dit non, tu la laisses. Il faut qu'on apprenne à nos hommes à se contenir. C'est un véritable drame, en tout cas, oui, dans nos universités, dans nos instituts. J'aurais dû recevoir une femme aujourd'hui qui devrait témoigner. Mais malheureusement, à 2h05, je reçois un message me disant « je ne pourrai pas y être parce que… » Mais au fond, je sais qu'elle n'a pas un empêchement.
elle a sans doute peur du regard de des la gens, société, du oui. regard que les téléspectateurs vont porter sur elle. Elle se dit, au sorti peut-être de cette émission, on va dire, tiens, toi aussi. J'en suis choquée ce matin, mais on n'a pas d'autre choix que de faire le débat. Elle m'a dit, j'ai été harcelée, j'ai dû laisser tomber l'université parce que le professeur que tout le monde connaît m'a harcelé. Il est coutumier du fait. Moi aussi, je suis passée par là. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que j'ai voulu l'inviter sur ce plateau. Mais à la dernière minute, voilà, elle m'a tout simplement lâché. C'est fou, c'est des vies détruites. Oui. Franchement, c'est des vies. Parce que celle-là, elle m'a dit, je rêvais d'une belle carrière. Mais là, aujourd'hui, j'exerce un métier qui, ma foi, ne me passionne pas, mais je n'ai pas eu d'autre choix, Chanceline. Ouais. Et c'est triste parce qu'à chaque fois que les victimes osent libérer la parole, on va essayer de trouver des raisons pour relativiser, et demander si elle-même n'avait pas dit ou fait des choses qui ont amené le bourreau à faire ça. On utilise l'habillement pour justifier le viol alors que des bébés sont violés, des garçons sont violés. Qu'est-ce que ces enfants ont porté pour être violés? C'est pour ça qu'il faut comprendre que les violences, le harcèlement, le viol, c'est une question de domination. La personne sait qu'elle ne devrait pas faire ça, mais la personne se sent en position de pouvoir. Et ça rejoint ce que vous avez dit, on traite les femmes comme des objets, des propriétés, des personnes, et elles ne sont pas vues et traitées comme des personnes humaines à part entière. Et c'est la manière dont les femmes sont déshumanisées qu'on doit changer. Et moi, j'indexe aussi la responsabilité des hommes. Bien sûr, il faut éduquer. Et quand on parle, des hommes se lèvent pour dire pas tous les hommes et tout, mais qu'est-ce que vous faites entre hommes pour changer les choses? C'est pour ça aujourd'hui on parle de masculinité positive. Et ça permet d'associer les hommes au combat, parce que sans ça c'est peine perdue. Alors comment on fait aujourd'hui franchement pour décourager tout ça? Comment on fait? Parce que quand vous allez aujourd'hui dans nos universités, c'est pas la peine. Hors caméra, les femmes, les filles, elles vous parlent. Mais une fois que vous marquez la caméra, elles ne veulent plus du tout s'exprimer, elles ne veulent plus du tout en parler. Dans nos facultés de médecine, c'est incroyable, incroyable. Et vous avez mis le doigt sur un problème, vous avez dit, les loups ne se mangent pas entre eux. Mais bon Dieu, comment un père de famille, je me dis, parce que c'est des gens qui ont des enfants à la maison, qui s'offusquent de voir certaines choses, qui s'offusquent de voir d'autres hommes faire du mal à leurs propres enfants. Mais comment, quand on est père, quand on a des enfants, comment on peut faire ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour décourager ces pervers, j'ai envie de dire? Alors, c'est une bataille sur tous les fronts. Et moi, quand je parle, je me dis, pour garder espoir, je vois la marge de manœuvre que nous avons aujourd'hui avec les jeunes et les enfants. Parce qu'il y a des personnes qui sont complètement imbibées dans ces normes et n'ont même pas la volonté de changer. Et si les gens n'ont pas la volonté de changer, il n'y a que la répression qui peut intervenir. Mais sur les enfants et sur les jeunes aujourd'hui, c'est un travail de déconstruction. Et c'est pour ça qu'il faut intensifier aussi le travail. Vous insistez là-dessus. Sur ça, oui. On a des programmes d'éducation dans nos écoles. C'est comment est-ce qu'on ramène la question d'éducation à l'égalité, la question du respect de la personne humaine, de l'intégrité de la femme même dans nos éducations. Et comment est-ce qu'on change la masculinité? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la masculinité, on peut être homme qu'en étant violent, alors qu'on peut être homme autrement. Donc, comment est-ce qu'on réinvente la masculinité, on transforme la manière dont les hommes incarnent une certaine virilité qui n'est pas synonyme de violence, de domination et d'oppression. Et comment est-ce qu'on soutient les victimes? Je pense qu'il faut réellement des actions pour que les victimes ne se sentent plus seules. Et parce que la société en général, quand elles vont parler, les expériences vont être amplifiées en ligne. Et ça donne l'occasion à tout le monde, même des inconnus en ligne, de les blâmer. Donc le harcèlement en ligne aussi se rajoute quand les victimes osent libérer la parole. Donc comment est-ce que la répression aussi prend en compte les cas de harcèlement en ligne? Comment est-ce qu'on blâme les victimes en ligne? Et pour finir, l'éducation des filles. Moi, je suis très heureuse parce qu'on a aujourd'hui un programme national sur l'éducation des filles. Mais cette éducation, la sienne, n'est pas transformatrice des dynamiques de genre. On va toujours continuer à parler des mêmes problèmes parce que quand on renforce les filles, quand elles ont les ressources pour
se défendre, elles sont en mesure de défendre leurs droits et de constituer un mouvement qui réagit face à ces cas-là. Oui. Elle a parlé de mouvement constitué un mouvement. Je pense que c'est une question de lobbying maintenant partout, en toutes circonstances et dans tous les domaines, je dirais, dans toute la stratification de la société, chez les hommes aussi. Parce que quand vous vous mettez à défendre, on dit, oh, homme féministe, toi tu es un faible. Même chez les hommes, ça s'entend. Toute personne qui se met à défendre les femmes, on dit non, c'est un faible. Parce qu'on conçoit mal qu'il puisse être c'est là. fou, oui. C'est vraiment fou. Il y a certains qui, lorsque vous leur expliquez certaines choses, de petits détails par rapport à une vie qui peut être une vie épanouissante, ils disent non, toi tu n'es pas un homme. Un homme ne fait pas ça. Un homme doit être dur. Il doit tenir d'une main de fer. Il doit tenir d'une main de fer sa femme, sa maison. Non, je dis non. Vous pensez que c'est comme ça que la société doit être? Non, depuis le temps de nos aïeux, ça a été toujours comme ça. Et ça a toujours réussi. Comme si nos aïeux étaient des brutes. D'où la responsabilité des parents aussi. Oui, il faut qu'à la maison, les parents passent des messages à leurs enfants garçons. Et le message passe déjà par l'attitude du père envers la mère. L'attitude du père. Est-ce que c'est un père qui se met toujours dans sa peau de féodal, de phallocrate, voilà, c'est lui le tout-puissant, et il parle, plus personne ne parle. S'il se met dans cette position, le garçon qui est là va observer. Il va l'imiter. La fille qui est là va observer aussi, il va se retrancher et être toujours dans une posture de faiblesse, de peur devant toute personne masculine. Donc c'est déjà à la base. D'accord. Comment le père se comporte. En faisant ça, on va prévenir. Oui, comment le père est à la maison. Tant qu'il est celui-là qui ne donne que des ordres, qui n'écoute pas, il a déjà détruit cette cellule familiale, et cette cellule familiale fabrique déjà un violeur en puissance. Mais j'ai envie de dire que ça m'a tout l'air d'être un combat pagaillé d'avance. Parce que notre société, ma foi, est-ce qu'elle est prête? Parce que quand parfois, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les hommes qui sont doux, les hommes qui sont compréhensifs, les hommes qui cajolent la femme, les hommes qui élèvent la femme, les hommes qui mettent la femme là où il faut, ces hommes-là sont stigmatisés. On va dire c'est un assoubo, on va dire c'est un homme qui... Voilà. Et est-ce que notre société est vraiment prête? C'est compliqué tout ça. Malheureusement, Chanceline, vous n'êtes pas vite venue pour qu'on débatte. Bon, vous souffrirez de l'entendre en direct. Les internautes, qu'ont-ils dit sur la question du jour ce matin, ma chère Nadège? Quelle solution proposez-vous pour prévenir le harcèlement sexuel dans nos universités? Ok, Rachidat, nos internautes ont suggéré plusieurs trucs. Stanislas Kwamaleyi pense que lorsqu'on a des preuves d'une certaine relation entre enseignants et enseignés, il faut inviter les concernés et leurs parents respectifs, faire assister la séance par un magistrat qui va officialiser légalement le mariage. Ce faisant, l'enseignant risque de tomber dans le piège du mariage alors qu'il ne l'a peut-être pas encore fait avec son épouse, saura se comporter envers les étudiantes dont il a la charge. Ephrem Azagnon pense que tout repose sur l'éducation. Il faut inculquer de bonnes valeurs aux enfants à la maison et ainsi, une fois à l'extérieur, ils adopteront un comportement exemplaire plutôt que de rejeter la faute sur les enseignants. Ça, c'est son avis. David Roy a également laissé un commentaire sur notre page Facebook. Notre ami internaute estime que le gouvernement devrait interdire certains styles vestimentaires. Selon lui, nos sœurs imitent les européennes alors que les réalités sont tout autres. Koumassa Maurice suggère que pour prévenir le harcèlement sexuel dans les universités béninoises,
il est essentiel de maintenir une sensibilisation continue auprès des acteurs du système universitaire sur les conséquences négatives de la pratique. Bokor Roland Caliste partage le même avis et recommande également la sensibilisation pour prévenir ce phénomène. Il souligne aussi que les dénonciations et les plaintes adressées aux responsables accompagnées de confrontations entre les parties concernées sont des étapes essentielles. De plus, notre ami internaute estime que l'application de sanctions constitue un moyen de dissuasion efficace pour freiner ce fléau. Voilà, Rachid. il faut désormais forcer les enseignants auteurs de harcèlement. Hein? Il faudrait que les victimes portent plainte et qu'il y ait des sanctions qui accompagnent et des sanctions très dures pour décourager j'évoquais en fait le commentaire du premier intervenant qui disait que le mariage forcé pourrait dissuader les enseignants de harceler leurs étudiantes. Ce qui est sûr, c'est que ces bourreaux dans nos universités sont connus. Et c'est de promotion en promotion, de génération en génération. C'est des enseignants qui sont considérés, des professeurs qui sont considérés comme des demi-dieux. Et d'ailleurs, ils le disent. Ils sont connus, hein. Ils sont connus. Franchement, si on tape dans la fourmilière, franchement, non, on va en sortir beaucoup. Je vous assure, ils sont connus. Ce sont des noms que tout le monde connaît, mais on ne fait rien. On ne fait rien. Il est temps, franchement, de décourager cette pratique. Moi, j'ai mal dans ma chair. J'ai mal dans ma chair quand on rêve. On rêve d'une vie, d'une certaine vie, et que à cause de certains pervers, on est obligé de dévier de sa trajectoire. C'est pas normal. L'exemple de celle qui devait passer sur le plateau. Oui, bien sûr. Imaginez ce qu'elle aurait pu apporter à notre nation si elle avait poursuivi ses études normalement et réalisé son rêve. Oui. Vous voyez, c'est une perte pour la nation. Une perte pour la nation. Oui, voilà. Et le drame dans tout cela, c'est qu'il y a aussi des victimes, enfin des hommes qui sont victimes, enfin des garçons ou des jeunes étudiants qui sont victimes. Étudiants parce qu'on l'a vu en train d'être comme un copain, un ami. Je pense qu'on va revenir, on va revenir sur ce sujet. On va revenir sur ce sujet parce que ça me rappelle ce courrier adressé au président de la République par un citoyen qui a évoqué le cas d'un jeune qui en a été victime simplement parce que sa copine a été harcelée par un professeur qui n'entendait pas lâcher prise et qui a son tour harcelé le jeune étudiant qui a fini par en devenir fou. On va revenir sur ce sujet. Chanceline, on va tout de même dire quand même, on va tout de même dire bravo à l'INF qui quand même fait de grands efforts. Il reste juste à doter vraiment cet institut de moyens pour prendre en charge les victimes, pour suivre tout le processus de dénonciation jusqu'à l'arrestation du coupable, pour que cet institut franchement soit aujourd'hui l'arme, on va dire, qui décourage ces pervers. Bravo à l'INF. Avec eux, de plus en plus, aujourd'hui, il faut dire que il y a des silences qui sont brisés. Les gens osent prendre la parole, les femmes aujourd'hui osent dénoncer, et c'est à saluer. Chanceline, on va vous retrouver peut-être la semaine prochaine, parce qu'il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur. L'habillement est-il un motif de harcèlement sexuel? C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Il faut qu'on en parle, parce que aujourd'hui,
Ça va dans tous les sens. Et il faut vraiment qu'on en parle. Chanceline, merci d'être passée sur ce plateau. Patrick Yossou, à demain. Oui, à demain. Nadège, Oui, à demain. Merci à vous, Rachida. À demain. À Et demain. je voudrais inviter toutes les femmes à se soutenir parce que quand on parle de harcèlement et qu'une femme dénonce et que toutes les autres femmes, au lieu de la soutenir, de comprendre ce qu'elle a vécu, qu'on s'acharne sur elle, c'est un phénomène qui fait que beaucoup de femmes se découragent et qu'elles n'ont plus le courage réellement de porter plainte et d'arrêter ce phénomène-là qui se perpétue et nos femmes, nos filles en sont victimes. Donc il faudrait qu'on se soutienne entre femmes. Chanceline manifestement est d'accord. Je suis très d'accord. Sans la sororité, en quelques secondes. Ouais, sans la sororité, on ne peut pas y arriver. Exactement. La société, c'est nous. Nous créons cette société-là. Donc c'est aujourd'hui, à travers les décisions, nos actes, que nous allons changer les choses. Allez, merci de nous avoir suivis, chers amis téléspectateurs. On se retrouve demain à 7h, toujours, pour votre matinale 5 sur 7 matin.